Alors en fait, cette dose de dialyse qui est importante, il faut savoir la quantifier. Pour la quantifier, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode indirecte qui est laborieuse, mais dans notre pratique, on fait surtout appel de méthode indirecte. Donc c'est la formule de Dojerdas, c'est la modélisation cinétique de l'urée. Il suffit d'avoir l'urée avant et après la séance, et par des formules mathématiques, toujours accès facile, il y a des applications smartphones qui font le calcul. Donc on a le KT-Survey single pole, monocompartimental, lequel on va corriger, un KT-Survey équilibré, donc qui tient en compte le rebond, c'est-à-dire en fait l'équilibre entre le secteur plasmatique connu pur et le secteur interstitiel et intracellulaire. C'est une technique qui est facile, mais en fait, l'inconvénient avec cette technique, c'est qu'on ne peut pas la faire à chaque séance. Donc, on ne va pas s'amuser à faire des prélèvements à chaque séance. Les recommandations marocaines nationales de 2011 suggèrent de la faire au minimum chaque 3 mois. Or, dans l'intervalle de 3 mois, on risque d'avoir un sous-dosage intervallaire, comme on le voit pour ce patient. Donc, c'est un patient qui, au moins d'un mois, il a baissé de manière significative son KT-Survey, malgré que les conditions dialytiques n'ont pas changé. Donc, il est capital de suivre la dose de dialyse à chaque séance. Donc, chose heureusement possible par, en fait, il a été rendu possible par les générateurs de dialyse, presque tous. Ils permettent de mesurer, de suivre la clairance en temps réel. Il y a deux principales méthodes. Il y a la méthode l'absorbance photonique, il y a la dialysance ionique. Donc la dialysance ionique, ça nous donne la clairance instantanée que le générateur mesure chaque 15 à 25 minutes. La moyenne de ces clairances, il va la multiplier sur la durée, ça donne cette dose de dialyse sous KT, lesquelles on va diviser sur un volume qu'on va introduire à la machine qui va nous donner le KT-Survey. Donc ça va nous permettre de faire une estimation en temps réel de la qualité du patient. L'inconvénient avec la dialysance ionique, c'est que ça nécessite ce volume V, donc ce volume de l'eau totale. Donc il y a 3 méthodes pour le mesurer ou le calculer. La méthode la plus simple, c'est la méthode de Watson. Donc c'est une formule anthropométrique. Il suffit d'avoir le poids, l'âge, le sexe, donc et la taille. Donc c'est celle qui est intégrée sur les générateurs. Il y a deux autres méthodes, la méthode par impédance métrée et la méthode indirecte par la modélisation cinétique de l'urée, c'est ce qu'on appelle le V Dojerdas. Donc chaque fois qu'on mesure le KT-Survey, donc par les prélèvements urée avant et après, on va prendre ce KT-Survey, on va prendre le KT donné par la machine, donc on va prendre le rapport KT sur KT-Survey, ça nous donne ce volume de l'eau totale qu'on va introduire à la machine. Et dans ce travail qu'on avait publié en 2012 avec l'équipe de Rabat, nous avons démontré en fait que lorsqu'on utilise le V Watson, le KT-Survey donc donné par la machine, ça sous-estime le KT-Survey single pole de Dojerdas d'environ 24%. Donc ça approche le KT-Survey équilibré, ça rejoint les données de la littérature, puisqu'en fait on sait que la formule de Watson, ça surestime le volume de l'eau totale d'environ de la même proportion, 24%. Et lorsqu'on utilise le volume par impédance métrée ou par la formule de Dojerdas, ça nous donne des KT-Survey qui sont proches de KT-Survey single pole. Donc c'est très important de connaître tous ces paramètres pour pouvoir bien interpréter les résultats qui sont donnés par le générateur. Donc je connais l'importance et l'utilité de la dose de dialyse. Je maîtrise les facteurs qui l'influencent, je sais la quantifier, mais la question qui pose le problème, donc qui est toujours controversée, c'est quelle cible on va atteindre. Là, je vous présente le premier travail qui a essayé de répondre à cette question, c'est l'essai Hémostadé en 2002. Donc, ils ont comparé 2 groupes. Un groupe de dialyse, dose de dialyse standard, KT-Survey 1,3, single pole, et un groupe, soi-disant, haute efficacité avec un KT-Survey 1,7. Et là, contre toutes nos attentes, il n'y avait pas d'effet bénéfique sur la survie. Et comme vous le savez, en dialyse, chaque fois qu'on n'a pas d'effet bénéfique avec un essai randomisé, on va aller chercher, on va faire les analyses en sous-groupe, chose qui a été faite avec l'hémostadie, repris avec l'étude DOPS en 2004, qui ont montré en fait qu'effectivement, il y avait une relation entre la dose de dialyse et l'amélioration de la survie, mais jusqu'à un plateau qui se situe
aux alentours d'un KT-survey 1,4 chez les femmes et 1,2 chez les hommes. Même constat a été trouvé par cette étude récente, publiée en 2021. C'est une étude française de registre Rhin, qui est robuste, 32 000 hémodialysés chroniques, et qui a démontré de manière claire qu'effectivement, il y a une relation linéaire entre l'amélioration de la survie et la dose de dialyse, mais jusqu'à un plateau qui se situe aux alentours d'un KT-survey 1,8. Donc, au-delà d'un KT-survey 1,8 par séance, on ne gagne rien en matière de mortalité. Pour expliquer en fait cet effet plateau, en fait, cette discordance entre la non-amélioration donc attendue de la survie malgré l'optimisation de la dose de dialyse, il y a trois principales explications. La première explication, c'est tout simplement en fait le KT-survey de l'urée ne renseigne que sur l'épuration des toxines de petits poids moléculaires, donc il faut l'élargir aux toxines de moyennes molécules, lesquelles aussi sont des facteurs de mortalité en dialyse. La deuxième explication, c'est en rapport avec les imperfections de KT-survey, c'est les limites de normalisation au volume de distribution de l'urée, puisqu'en fait on risque d'avoir une surestimation du KT-survey chez les patients de Nutri qui ont un volume V qui est bas. Or, vous savez, les patients de Nutri sont associés à une mortalité élevée. Et ça explique aussi les cibles élevées chez les femmes par rapport aux hommes, puisqu'en fait, les femmes ont un rapport de lot total par rapport à la surface qui est inférieur à celui des hommes. Mais en fait, pour moi, la principale explication à cet effet plateau s'explique tout simplement par le caractère intermittent de la dialyse. Puisqu'en fait, ce qui compte, in fine, c'est la dose globale, et non pas la dose reçue par séance. Donc, il faut chercher d'autres indicateurs. Donc, il y a l'indice qui permet ça, c'est ce qu'on appelle le KT-survey hebdomadaire au standard, comme on le voit sur ce courbe, qui est dans ce KT-survey hebdomadaire en fonction de KT-survey par séance et en fonction des fréquences de séance. Donc, reprenons en fait l'essai hémostadé. L'essai hémostadé, il avait comparé, soi-disant, deux groupes. Un groupe dose de dialyse standard, ça fait un KT-survey single pole 1,3, des malades dialysés 3 fois par semaine. Ça donne un KT-survey hebdomadaire à 2,1. Le deuxième groupe, soi-disant, haute efficacité, donc c'est un KT-survey 1,7, dialysé 3 fois par semaine. Ça donne un KT-survey hebdomadaire à 2,3. Finalement, nous avons comparé deux groupes avec un KT hebdomadaire 2,1, 2,3, c'est presque la même chose. Lorsqu'on va voir en fait l'équivalent de débit de filtration glomérulaire, donc il suffit de multiplier ce KT-survey hebdomadaire par 5, on se retrouve qu'on avait comparé deux patients généralement qui ont un DFG équivalent 11, un deuxième groupe à 2, donc c'est presque la même chose et ça explique pourquoi on n'avait pas cet effet bénéfique dans l'étude hémostadée. Et lorsqu'on regarde en fait la dose globale reçue par le patient par semaine en fonction de la dose reçue par séance, on va voir que l'effet au début il est linéaire, il y a une augmentation linéaire, puis on a un plateau qui s'installe aux alentours d'un KT-survey 1,8. Donc ça nous rappelle cette relation entre la survie et la dose de dialyse. Et donc, si j'augmente mon KT-survey par séance au-delà de 2 par séance, et si mon patient reste toujours dialysé 3 fois par semaine, je vais gagner rien. Et si je veux gagner davantage sur la dose globale, je suis obligé d'augmenter la fréquence des séances pour avoir une dose globale plus élevée, chose qui a été faite avec cette étude française en 2010, qui avait montré de manière claire que les patients dialysés 6 fois par semaine avaient une survie qui est largement supérieure aux patients dialysés 3 fois par semaine. Ça nous amène donc à parler de cette dose de dialyse globale. Donc on va faire une sorte de conversion de la dose de dialyse discontinue en une clairance continue équivalente. Donc pour pouvoir la comparer à la fonction rénale physiologique, au DFG physiologique, que nous, les néphrologues, on a l'habitude de comprendre et d'assimiler. Donc il y a deux méthodes pour faire ça. La première méthode, c'était une méthode américaine recommandée par les Kadoki, c'est la méthode de Gotch. Donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est le KT-survey standard hebdomadaire. Toujours, en fait, je le rappelle, le KT-survey hebdomadaire, ce n'est pas la somme des KT-survey de chaque séance par semaine.
Ça repose sur la modélisation mathématique, c'est la génération de l'urée sur le pic de concentration. Donc il y a deux parts, il y a une part liée à la dialyse, donc on peut calculer à partir de kTSRV par séance et la fréquence de séance, et une part liée à la fonction rénale résiduelle. Donc la fonction rénale résiduelle, la clairance rénale résiduelle de l'urée, qu'il faut mesurer par le recueil urinaire. Et le logiciel qui permet ça, c'est le Solid Solver, c'est accès gratuit sur Internet, donc il suffit d'introduire la fréquence des séances, l'urée avant et après, la fonction rénale résiduelle, et donc vous avez la dose de dialyse globale reçue par le patient, la part liée à la dialyse et la part liée à la fonction rénale résiduelle. Et généralement, un volume de kTSRV hebdomadaire, ça correspond à un débit de filtration glomérulaire équivalent de 5 ml par minute. La deuxième méthode, c'est la méthode recommandée par la Société européenne de dialyse, c'est la méthode de Casino. Là, on va mesurer directement la clairance rénale équivalente d'urée, avec la part toujours liée à la dialyse et la part liée à la fonction rénale résiduelle. Donc la clairance rénale résiduelle de l'urée, il faut faire le recueil urinaire pour la mesurer. Et la clairance dialytique, il y a le logiciel donc, qui prend en compte, un tableur Excel qui prend en compte les formules développées par le Casino, donc selon la fréquence de séance, la durée, le kTSRV par séance. Et là, vous avez la clairance rénale équivalente de l'urée, la part dialytique et la part liée à la fonction rénale résiduelle. Donc, pour pouvoir avoir une idée sur la dose globale, on va la convertir en débit de filtration glomérulaire équivalent. Donc, il suffit tout simplement de prendre la clairance dialytique de l'urée, qu'on va corriger par un facteur de 0,75, puisqu'en fait, on sait que la clairance dialytique de l'urée, ça surestime l'opération des autres toxines, même de petits poids moléculaires comme la créatinine. Et la clairance rénale résiduelle de l'urée, on va la corriger par un facteur de 1,5, puisqu'on sait en fait que la clairance rénale de l'urée, ça sous-estime le DFG, puisqu'il y a une réabsorption rénale de l'urée par les reins natifs. Et pour comprendre en fait cette dose de dialyse globale, on va essayer de prendre un exemple. Donc on va comparer deux patients. Le premier patient, dialysé 3 fois par semaine, il n'a pas de fonction rénale résiduelle, donc kTSRV par séance à 1,3. Le deuxième patient, il est dialysé 2 fois par semaine, le même kTSRV, mais il a une clairance rénale résiduelle qu'on a mesurée qui est à 3 ml par minute. Donc lorsqu'on regarde dans les ABAC, qui est donc en fait la clairance rénale dialytique selon le kTSRV par séance et selon la fréquence de séance. Donc le premier patient dialysé 3 fois par semaine, un kTSRV 1,3, 3 fois par semaine, ça lui fait une clairance dialytique à 13,5 ml par minute, laquelle je vais convertir en un DFG équivalent, il est à 11 ml par minute. Donc finalement, ma dose de dialyse que mon patient reçoit, c'est un équivalent d'un DFG à 11 ml par minute. Mon deuxième patient qui est dialysé 2 fois par semaine, donc il a un kTSRV 1,3, dialysé 2 fois par semaine, ça lui fait une clairance rénale dialytique de l'urée à 9, à laquelle je vais ajouter la clairance rénale résiduelle, donc un DFG équivalent à 11 ml par minute. Donc finalement, ce patient-là qui est dialysé 3 fois par semaine et qui n'a pas de fonction rénale résiduelle avait la même opération qu'un patient dialysé 2 fois par semaine et qui a une fonction rénale résiduelle. Donc, il faut intégrer cette fonction rénale résiduelle dans la dose de dialyse globale et surtout savoir la conserver chez nos patients dialysés. Donc, arrivons à ce stade. Il y a plusieurs recommandations. Il y a les recommandations internationales, les recommandations nationales de 2011 que j'aime bien. Il faut savoir que le niveau d'évidence il est faible, mais de manière simplifiée. Donc on recommande un kTSRV single pool à supérieur, la dose minimale à 1,4 et un kTSRV équilibré supérieur à 1,2. Donc la cible il est un peu élevée chez les femmes. Il est toujours important en fait, il ne faut jamais interpréter le kTSRV seul. Donc il faut toujours l'intégrer au KT pour détecter les fausses élévations du kTSRV chez les patients qui sont dénutrés. Par exemple, si vous avez un kTSRV à 1,8 et vous avez un KT inférieur à 40, là, votre patient il est sous-dialysé. Bien sûr, il faut toujours donc, élargir cette dose de dialyse aux marqueurs de toxines de moyenne molécule,
donc avec un taux de bêta de microglobuline qui doit être inférieur à 27, un pourcentage de réduction de la bêta 2 qui doit être supérieur à 80, et lorsqu'on est en HDF, donc il faut viser des volumes convectifs qui dépassent les 23 litres. Bien évidemment, ces cibles ne sont valables que si et seulement si mon patient il est dialysé 3 fois par semaine et qu'il n'a pas de fonction rénale résiduelle. Donc, si mon patient il est dialysé 5 fois par semaine, donc pour avoir une cible minimale de dose de dialyse globale recommandée qui est aux alentours de 2,1, des KT/V à 0,4 seront suffisants. Donc, des courtes dialyses de 5 fois par semaine seront suffisantes pour atteindre la dose recommandée. Et si je veux mettre mon patient en fait à 2 fois par semaine, je rappelle que les recommandations nationales en 2011 suggèrent dans ces conditions d'avoir un KT/V par séance au-delà de 1,8, même avec ces chiffres élevés, des KT/V au-delà de 1,8, au-delà de 2 par séance, on ne va pas atteindre la cible recommandée, donc on s'approche sans l'atteindre, et pour pouvoir l'atteindre, on est obligé d'avoir la fonction rénale résiduelle. Et je rappelle en fait que les KDOQI, donc les KDOQI en 2015, ils suggèrent une dose globale, donc un KT/V hebdomadaire minimal de 2,1, en prenant à la fois donc, une méthode qui prend à la fois la mesure de la part liée à la dialyse et la part liée à la fonction rénale résiduelle. Donc, si mon patient il est dialysé 3 fois par semaine, comme on le voit sur ces courbes, qui est dans le KT/V global en fonction de la clairance rénale résiduelle et en fonction de KT/V par séance, donc le schéma qu'on utilise habituellement, le consensus, le standard, 3 fois par semaine, son avantage c'est qu'il permet d'atteindre cette cible chez tout le patient, même chez le patient anéurique. Si mon patient il a une fonction rénale résiduelle, tant mieux, ça va permettre à mon patient donc de l'éloigner encore davantage de cette zone de défaillance rouge. Et il faut surtout savoir conserver cette fonction rénale résiduelle chez nos patients dialysés. Et si je veux mettre mon patient à 2 fois par semaine, donc je cherche à baisser les contraintes, soit des contraintes financières, soit les contraintes sur le centre de dialyse pour diminuer la charge sur un centre de dialyse, baisser la liste d'attente, ou des contraintes dialytiques chez le patient, donc si on respecte les priorités des patients qui cherchent à être libérés davantage. Et si je veux proposer un schéma à 2 fois par semaine, ça ne sera possible que si et seulement si mon patient a une fonction rénale résiduelle, a une clairance rénale résiduelle qui doit être supérieure ou égale à 3. S'il est inférieur à 2, donc je ne peux pas proposer ce schéma. Donc, et puisqu'on est en train, en fait, notre société envisage de faire la mise à jour des recommandations, comme l'a dit le Dr Tracy ce matin, donc il faut avoir des recommandations qui sont adaptées à notre contexte marocain et non pas faire le copier-coller, parce que si on fait le copier-coller de ce paragraphe, le risque en fait, c'est que les organismes payeurs, ils risquent de refuser la 3e séance, ce prétexte comme le patient il a une clairance rénale résiduelle. Donc il n'y a pas une seule stratégie de prescription de la dose de dialyse, il y a plusieurs stratégies. Le schéma standard, la dialyse standard 3 fois 4 heures, c'est le consensus, c'est la stratégie qui permet en fait d'assurer un compromis acceptable entre les contraintes dialytiques et la dose de dialyse nécessaire pour faire sortir mon patient de cette zone de défaillance, cette zone rouge qu'on a vue au début à l'introduction. Donc ça donne un DFG équivalent aux alentours à 11 ml par minute. La deuxième stratégie, c'est la dialyse courte fréquente, la même durée 12 heures par semaine, 6 fois 2 heures. Ça donne un DFG équivalent légèrement supérieur aux alentours à 14 ml par minute. Il est surtout intéressant sur certaines catégories de patients qui ont une surcharge avec un problème cardiaque. Le schéma dialyse longue quotidien, c'est celui qui permet en fait d'atteindre des débits de DFG qui sont équivalents élevés, aux alentours de 25 à 30 ml par minute. Donc ça permet d'éloigner davantage en fait mon patient de la zone de défaillance, mais il est associé à des contraintes qui sont lourdes. Et si je veux baisser les contraintes, je veux faire appel à la dialyse incrémentale. La dialyse incrémentale, c'est un concept qui repose en fait d'abord sur la fonction rénale résiduelle.
Donc il faut savoir quantifier et suivre cette clairance rénale résiduelle à laquelle on va ajouter le minimum de dose de dialyse pour atteindre la cible. Il y a d'autres stratégies, la dialyse allégée, donc qui sous-dose le patient, ou carrément le traitement conservateur. Le traitement conservateur, c'est une option qui va me permettre en fait de gérer médicalement cette zone de défaillance de l'insuffisance rénale terminale. Et ce sont des stratégies palliatives qu'on réserve pour certaines catégories de patients, donc surtout à espérance de vie limitée. Et pour conclure, en fait, mon message, donc, c'est qu'en fait, du moment que notre stratégie actuelle en dialyse ne permet que de faire sortir le patient de la zone rouge de l'insuffisance rénale terminale, donc il le maintient au bas-fond de la zone de fragilité de l'insuffisance rénale chronique, il est très difficile d'avoir des évidences. Et si on n'a pas d'évidence, ce qu'on fait, c'est qu'on va individualiser la prescription selon plusieurs paramètres, dont les plus importants, c'est les besoins métaboliques des patients et les contraintes dialytiques. Merci pour votre attention.